Amis téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans cette émission Gilles Justice Démocratie. Amis téléspectateurs, attaques à main armée, vols, viols sont devenus légion dans notre cité, comme c'est le cas de l'assassinat récemment de l'ex-ministre Aliou Ndione, du commissaire Bangoura, pour ne citer que cela. Tout se passe comme au moment fort de Chicago des années 20 avec la bande Alfonso Caponi, alias Al Capone, ou alors de Lucky Luciano Lutringa, le soliste à la mitraillette. Et ce n'est pas tout, puisque des coupeurs de route font parler d'eux, de même que la violence politique est montée d'un cran. Pourtant, les services de sécurité veillent au grain. Junior est tombé dans le grappin des services de sécurité. Djibril Foulaboy fait des révélations. Les populations attendent et espèrent. Pour en parler, je reçois ici même au plateau de la télévision nationale le ministre de la Sécurité. Avec lui, nous allons tenter de cerner les contours de la problématique de la criminalité dans notre pays, la République de Guinée. Monsieur le ministre, vous êtes le bienvenu dans cette émission Justice Démocratie. Alors, monsieur le ministre, est-ce que vous connaissez ce petit nom qui défait la chronique? Junior, ça vous dit quelque chose? Junior est connu de l'opinion publique guinéenne, par son incarnation. Junior est le symbole du mal. Junior, en fait, est le produit le plus probant de ce que je qualifie d'excroissance sociale. C'est-à-dire ces individus qui ont décidé de vivre aux dépens de la société, de vivre comme des sangsues et qui tuent leurs sources nourricières en plus. Monsieur le ministre, vous êtes catégorique. Qu'en faites-vous de la présomption d'innocence? J'ai du respect pour les juges. Moi, mon rôle, c'est de constater les infractions, rechercher leurs auteurs, localiser ces auteurs, les identifier, les attraper et les envoyer devant la loi, c'est-à-dire devant le juge. Il appartient au juge de faire son travail, de tenir compte des arguments qui seront avancés par voie de contradiction au tribunal, d'où la prise en compte ou pas de cette présomption d'innocence. Et dans le cas Junior, justement, qui donne l'insomnie, n'est-ce pas, à beaucoup d'autorités, en tout cas comme nous le lisons dans les sites, et vous avez été amené à faire un déplacement spécial et par hélicoptère jusqu'à Zérékoré pour aller chercher Junior. C'est une grande première en Guinée, monsieur le ministre. Qu'est-ce qui explique cela? Parce que nous avons besoin de Junior. Junior est en quelque sorte l'épicentre d'un certain nombre de phénomènes criminels dans notre pays. Il a fait parler de lui-même. Nous avons besoin de lui parce que nous voulons démanteler tout le réseau qu'il a bâti ou attraper tout ce qui anime son réseau. Voilà pourquoi nous avons besoin de Junior. Cela veut dire que vous êtes parti d'un certain nombre de réalités pour dire, écoutez, cet homme est dangereux. Donc il faut spécialement que le ministre de la Sécurité en personne se déplace parce que certainement vous avez eu peur que dans la traversée par route de Zérékoré à Conakry, qu'il y ait des ramifications inexplicables qui puissent vous perturber justement la traversée. Alors, monsieur le ministre, Junior vivait à Zérékoré pendant longtemps. Qu'est-ce qui s'est passé? S'il vous plaît, Junior avait utilisé le terrain. C'est-à-dire qu'il s'était dissimulé. Comme tout
malfaiteurs, ils habitent toujours quelque part. Ils se cachent pour opérer. C'est tout à fait normal qu'ils se terrent quelque part. Mais il a été aussi normal pour mes services de déterrer là où c'est terré. Nous avons eu besoin de juniors parce qu'il me faut casser la chaîne de la criminalité dans le pays. Le gouvernement a décidé de faire un stop rapide et efficace à la chaîne de la criminalité dans notre pays. Vous savez, les gens aiment critiquer en allant vite en besoin. Ils pensent que la criminalité actuelle est le fait du gouvernement du Premier ministre Mohamed Saïd Fofana. Non, ce n'est pas... ce phénomène criminel n'est pas né sous le régime du professeur Alpha Condé. Non, la criminalité est un phénomène de société. C'est un phénomène sociétal, on est d'accord. Oui. Mais ce dont nous faisons face aujourd'hui est la résultante d'une espèce d'accumulation, d'agrégation, de conséquences de mauvaise gouvernance sécuritaire depuis de nombreuses années. Mais il se trouve que pendant le procès de la cour d'assises, déjà Souka avait fait des révélations sur Junior. Il avait incriminé, n'est-ce pas, des hauts fonctionnaires au niveau des services de police. Cependant, il n'y a pas eu de proactivité au niveau des services de sécurité. Subitement, on a vu, n'est-ce pas, ces services monter au créneau et en faire de Junior, n'est-ce pas, une problématique. C'est vous qui le dites. Encore une fois, les services de sécurité ne sont pas des services de la justice. Nous avons fait notre travail. Les services de sécurité ont traqué un bandit, un criminel de grand acabit. Il appartiendra au ministère de la Justice, aux juges donc de ce secteur, de faire leur travail. Tout ce que j'avais à faire, c'était de faire en sorte que nous mettons hors d'état de nuire le phénomène Junior. Junior croupi depuis belle lurette en prison. Je me réjouis pour cela. Et je dois dire oui, allez-y, que le réseau Junior est en train de tomber dans nos filets, et si quelques-uns se rattachent à ce réseau et s'ils m'écoutent, qu'ils sachent que leurs jours sont comptés également. Je l'ai promis, je le ferai. Et justement, il y a que Junior se victimise et se dit bénéficier, n'est-ce pas, d'un réseau de complicité de la part de la hiérarchie policière et même militaire. Je ne sais pas, puisque vous avez dit que votre mission, n'est-ce pas, c'est de rechercher les auteurs, de rassembler les preuves et justement de transférer à la justice, est-ce que vous avez fait des investigations dans ce sens pour voir le bien fondé ou non des accusations de Junior? Non. Nous avons déjà pris Junior. Junior est dans les mains de la justice. Qu'est-ce que vous voulez que je suppute? Voulez-vous que je dise que j'accrédite les thèses de Junior? Oui, mais si Junior dénonçait... Attendez, c'est ce que vous voulez. Si Junior dénonçait... Je n'ai aucun... Sur des raisons de complicité, est-ce que Junior dise tout à l'heure qu'il était en complicité avec un bandit qui se situe quelque part à Manfal là-bas, ou alors, je ne sais pas, est-ce que vos services ne vont pas aller interpeller cette complicité et mobiliser tout le monde pour envoyer justement devant la justice? Du moment où Junior est dans les mains du juge d'instruction, j'ose espérer, nous sommes aux ordres des juges. Et le juge, le procureur, ne commande que sur la base d'éléments probants qu'il juge utile de dire allez me chercher telle ou telle personne.
pour le moment, ils ne sont pas arrivés là. C'est cela. Bien. Alors, monsieur le ministre, il y a que la criminalité est montée d'un cran et on a comme l'impression que désormais, ce n'est plus le lumpen prolétaire qui est visé, ce sont des personnalités. On a vu l'assassinat de Dame Boiro, on a vu, n'est-ce pas, l'assassinat de Aliou Diaouné, de Amadou Diallo, du commissaire Pascal Bangoura et tout ce que cela comporte. Et certains parlent même d'assassinat ciblé. Est-ce que c'est votre lecture et comment vous percevez justement cette donne au niveau des réalités sécuritaires dans le pays? Ce n'est pas un assassinat ciblé. Qu'il s'agisse du cas de Mme Boiro ou du ministre Diaouné, malheureusement, ces deux hautes personnalités se sont trouvées au mauvais endroit et au mauvais moment. Comment vous l'expliquez? Mme Boiro, on vous l'a déjà dit, elle était en circulation comme toute autre personne. Lorsque, plus loin, devant elle, des bandits se sont pris à des personnes, pris de panique, son chauffeur, au lieu de rebrousser chemin, a foncé devant et les assaillants ont pensé que c'est une intervention des services de sécurité et ils ont mitraillé son véhicule. Cependant, ils n'ont pas touché le chauffeur, mais c'est la dame qui a été atteinte. Ça, c'est la loi du hasard. J'appelle ça, en quelque sorte, la malchance. Elle était tombée là. Alors, quels sont ces auteurs, monsieur le ministre? Ces auteurs, nous les avons mis en prison. Nous l'avons dit et redit. Ils ont été pris et ils respirent en prison en ce moment. Quant aux auteurs de l'assassinat du ministre Diaouné, la semaine dernière, nous sommes sortis avec eux. Ils sont déjà pris. Et ils répondront devant la loi de leur forfaiture. Nous voulons moins parler. Mais c'est votre devoir aussi. La presse est très nos trousses. Elle est parfois très pressée. Parfois elle nous attaque d'immobilisme. Mais nous travaillons en toute lucidité, en toute sérénité, parce que nous avons la mission d'agir. Encore une fois, agir. Parce que c'est la carte de résultat qui compte. Bien, il se trouve, monsieur le ministre... Diaouné a été tué. J'ai promis le lendemain de cet assassinat que les auteurs seront retrouvés. Et aujourd'hui, ces auteurs, au nom du gouvernement, sont pris et ils s'expliqueront devant la justice. Non, justement, je vais rester avec vous et m'attarder sur la question. Il y a que la criminalité est la résultante, n'est-ce pas, peut-être d'une discordance entre sécurité et insécurité. C'est-à-dire sécurité, l'organisation, n'est-ce pas, sécuritaire que vous mettez en place pour contrer les possibilités de l'insécurité. Alors, l'affaire Aliou Diaouné a été perpétrée aux alentours de 21h et les auteurs ont eu le temps d'aller, selon en tout cas leurs aveux, rendus publics par la presse, pour le moment, et ils ont eu le temps, la même nuit, de se retrouver à Mamou. Alors, vos services étaient où? Et comment vous vous organisez par rapport à des agissements déjà? Il faut dire tout simplement qu'ils ont réussi à s'échapper, c'est vrai. Mais ce n'est pas ce qui compte, c'est le résultat final. Est-ce qu'ils ont pu poursuivre indéfiniment leur course? Je les ai fait arrêter. C'est ça qui compte. C'est vrai que nous aurions dû les mettre aux arrêts le plus rapidement possible. Mais moi, je n'occulte pas mes faiblesses. Nous n'avons pas suffisamment les équipements qu'il faut. Mais le peu dont nous disposons, et que d'ailleurs le président de la République est en train de renforcer, nous essayons d'utiliser ces moyens avec rationalité, extrême rationalité. C'est-à-dire,
nous cherchons à atteindre nos objectifs avec efficacité, rapidité, dans une unité de temps très réduite et à peu de frais. Bon, je sais par exemple, pour avoir couvert beaucoup de contentieux ou alors de dossiers criminels, que la faille le plus souvent dans les procédures se situe au niveau de la police judiciaire, c'est-à-dire la réunion des preuves. Par exemple, pourquoi j'ai posé la question, si on avait pu mettre main sur le véhicule, n'est-ce pas, appartenant à M. Dionné, ça aurait pu être un scellé qui pouvait justifier le bien fondé, parce que le plus souvent, les gens reconnaissent devant les services de sécurité, mais ni s'enferment dans une négation totale à la barre. Et là, il faut que les preuves parlent. L'un des scellés aurait pu être justement ce véhicule. Est-ce que là-dessus, vos services sont à même de mobiliser ces éléments d'appréciation pour que demain la lumière ne soit pas trouble? Les choses sont déjà claires. Parmi les 4 présumés coupables de l'assassinat du ministre Dionné, il y a déjà des aveux. Nous avons déjà identifié le meurtrier. Il est en prison. Mais il n'a pas reconnu et cela veut dire que cela pourrait compliquer la tâche. Il faut s'attendre naturellement à des choses comme ça. Et pour cela, justement, quand cela arrive, il faut opposer les preuves. Les juges feront leur travail. C'est un récidiviste même qui est encore l'auteur de cet assassinat. Nous avons du travail à faire. Nous ferons en sorte que justice soit faite. Ça, au moins, c'est clair. Nous avons beaucoup d'autres éléments qu'on ne vous a pas exhibés, mais certainement, beaucoup de procès, ces preuves irréfragables vont sortir. Mais je tiens à vous dire que déjà, entre eux, ils se disent, parce que parmi ceux qui sont arrêtés, il y en a qui ne veulent pas prendre la responsabilité d'avoir buté le ministre Dionné. Qui l'a fait, ils l'ont dit. Nous sommes dans un état de droit. Nous avons amélioré nos méthodes. Nous sommes en harmonie avec notre conscience. Nous travaillons avec professionnalisme, dans le respect de l'éthique et de la déontologie. Nous allons donner la preuve que notre pays a changé et en cours d'une transformation radicale des mentalités, des méthodes en matière de gouvernance sécuritaire. Bien, vous avez parlé de récidiviste. Vous avez dit que ce présumé auteur est un récidiviste. Cela veut dire que c'est un habitué des faits, ce n'est pas la première fois qu'il le commet, et certains même parlent de repris de justice. Alors, comment cela se passe? Est-ce que vous avez, en tant que police judiciaire, fait des enquêtes pour savoir comment est-ce que quelqu'un peut être à la maison centrale et sortir pour aller faire des opérations au vu et au su justement de toute la force judiciaire cette fois-ci, pas la police simplement? Cette question sera réglée à un autre niveau. Non, nous voulons savoir comment est-ce que vous l'apercevez et comment est-ce que... Parce que n'oubliez pas qu'aujourd'hui que l'insécurité constitue une préoccupation des populations. Le secteur de la justice fait l'objet aujourd'hui d'une importante réforme. Il est repris dans le cadre de la réforme, ce criminel. Je suis certain d'une chose, c'est que cette fois-ci, il n'aura plus le temps de refaire sa forfaiture parce qu'il est dans les mailles d'une justice en voie de refondation, en voie de répondre aux attentes des populations
telles que celles-ci l'ont toujours espéré. Nous gérons les dérives de notre réforme aussi en la matière, que ce soit en matière de sécurité, en matière de justice. Le changement, il est progressif. Les erreurs sont corrigées en mi-parcours et au bout, j'ose espérer que notre système judiciaire et sécuritaire sera le meilleur. Beaucoup plus opérationnel, d'accord. Monsieur le ministre, avant d'emmancher avec le volet violence politique, il y a cette question de préoccupation nationale. Les populations ont des difficultés de circuler à l'intérieur du pays par le fait que de plus en plus, les coupeurs de route semblent être maîtres du terrain. Je ne sais pas qu'est-ce que les services de sécurité font par rapport à cette question. Je dois préciser que les coupeurs de route commencent à disparaître entre nos villes et nos villages. Il est vrai que les coupeurs de route avaient élu domicile à l'intérieur du pays pour la simple raison que nos effectifs n'étaient pas suffisants, ne sont pas d'ailleurs totalement suffisants à l'intérieur du pays, l'essentiel étant à Conakry. Et depuis que ces coupeurs de route ont franchi le Rubicon, donc la ligne rouge, nous les avons matés. Les coupeurs de route appartiennent à ces acteurs d'animation de la criminalité dans notre pays. Ces coupeurs de route utilisent des armes de guerre, des armes de petit calibre. Et l'insécurité galopante, rampante, qui a dérangé et qui dérange d'ailleurs encore la vie de nos populations, est caractérisée par la prolifération et la circulation illicite des armes légères et de petit calibre, par la détention illégale, par l'usage inapproprié ou abusif de ces armes, d'où justement cette recrudescence de la criminalité. Et cette prolifération des armes légères et de petit calibre est, disons, la résultante de facteurs internes et externes propres à nos histoires sécuritaires. Imaginez, vous savez très bien que notre pays a soutenu des mouvements de libération en Afrique de l'Ouest, en Afrique de façon générale. Nous avons soutenu le PAIGC, rien que dans la région de Bokeh, précisément à Koumbia, nous avions 7 campements du PAIGC, des mouvements de libération de la Guinée-Bissau. Pendant plus d'une décennie, des armes étaient là. À l'indépendance de ce pays, toutes ces armes n'ont pas été récupérées. Sous la Première République, le système de politique, de défense et de stratégie de défense était en partie au niveau du peuple. Le peuple en armes, les pouvoirs révolutionnaires locaux qui correspondent au quartier. Avec les milices en place. Il y avait 2500 pouvoirs révolutionnaires locaux et chaque pouvoir révolutionnaire local était doté d'une milice d'autodéfense et chaque milice avait au bas mot 10 fusils. Je dis bien au bas mot. Qui n'ont pas été récupérés. Justement. Et vous allez évoluer vers le Libéria avec la guerre du Libéria, de la Sierra Leone. Exactement. La porosité des frontières. La porosité des frontières et des gens qui sont des réfugiés qui sont rentrés. Mais alors nous sommes un État organisé, vu parce que l'insécurité, n'est-ce pas, est un phénomène de société.
il y a aussi que les États s'organisent par rapport à ça. Nous sommes organisés. Voilà. Aujourd'hui, nous sommes organisés. C'est pour cela que vous n'entendez plus parler de ces coupeurs de route. La brigade de répression du grand banditisme fonctionne. Donc c'était la très bien. timidité de vos services. Ce n'est pas la timidité. Nous agissons en fonction de leur action également. Bon, il se trouve, monsieur, nous avons un plan. D'accord. Sur la question et de sécurisation. Sur la question, vous avez parlé de prolifération des armes. Il y a le plus souvent, lorsque des bandits sont arrêtés, soit parfois, ce sont des personnes qui sont apparentées à des officiers, ou alors des personnes, c'est un fils qui a pris l'arme de son père, ou parfois même il y a des services, soit des militaires ou alors des gendarmes qui y sont impliqués directement. Est-ce que la police est à même aujourd'hui, n'est-ce pas? S'il vous plaît, vous allez vite en besogne. C'est un constat très réel et très patent. On a vu justement des hommes en uniforme renvoyés devant les cours d'assises. Ne généralisez pas. Je dis, on a vu des cas. Et aujourd'hui, c'est des cas qui sont très illustratifs. Depuis le procès Mathias, où on avait vu justement renvoyer des hommes en uniforme, des militaires, qui étaient coupables dans ce truc. Ensuite, il y a que toutes les attaques perpétrées ces derniers temps, quand vous demandez, on dit non, ce sont des hommes en uniforme militaire ou alors, en tout cas, des services de sécurité. Voilà. Est-ce que aujourd'hui, vous êtes à même justement de maîtriser s'il y a des brebis galeuses? Comment est-ce que vous organisez là-dessus? Parce qu'on a l'impression qu'il y a des intouchables. Avant la réforme du secteur de sécurité, nous avons eu malheureusement à attraper des bandits qui étaient habillés en uniforme de police, de l'armée, de la douane. Nous en avons rencontré. Et comment vous êtes comportés? Il se trouvait que soit ce sont des bandits habillés en tenue des forces de défense et de sécurité, ou alors, dans certains cas, des militaires, policiers ou gendarmes, etc. Ça, avant la réforme du secteur de sécurité. D'accord? Aujourd'hui, je ne crois pas que l'on ait mis encore dans nos filets des cas de ce genre. Ce qui est sûr, c'est que la réforme a produit ses effets. La formation des forces de défense et de sécurité a démarré depuis un certain temps. Et cela impacte sur le niveau de sécurité des populations. La confiance est en train d'être restaurée entre les populations et les forces de défense et de sécurité. Vous ne voyez plus les militaires avec leurs fusils se promener n'importe comment dans les rues comme c'était dans leur temps. Vous ne verrez plus ce que vous n'avez jamais voulu voir en termes d'abus des forces de sécurité sur les populations. Donc vous voulez dire que la réforme... c'est terminé. Bien. Nous sommes dans une nouvelle phase de l'évolution des forces de défense et de sécurité. C'est pourquoi je suis très à l'aise pour dire que nous avons engagé une réforme qui inexorablement aboutira. Peut-être votre appréciation, c'est une appréciation à mi-parcours. Alors, monsieur le ministre, il y a aussi cette violence politique qui aujourd'hui constitue notre grande préoccupation avec ces manifestations, ces contre-manifestants, ces abus contre même les journalistes qui sont victimes sur le terrain. Alors, comment est-ce que vous pouvez expliquer cette nouvelle donne? Je dois dire que la violence politique, d'abord, la violence dénote un état de choc physique, psychologique, moral. Notre pays n'a pas besoin de violence. Le pays n'a plus besoin de violence. Et il se trouve qu'elle est là, elle est présente. Il y a des manifestants dans la rue, il y a le plus souvent qui sont en découte. Nous sommes un état de droit. Nous sommes un état de droit. Nous avons décidé ensemble, pouvoir, opposition,
de bâtir un état de droit. Nous sommes dans cette lancée. Nous pouvons maintenant organiser le débat à l'Assemblée. Et lorsque vous décidez, je veux dire, lorsque des populations, lorsqu'une partie des populations décide de manifester, des opposants, pour être plus précis, nous sommes ici pour garantir l'exercice de leur liberté publique. Mais cela doit se faire conformément aux normes établies. Oui, mais il se trouve que, comme vous l'avez dit, il se trouve que ce sont les forces de l'ordre qui constituent justement la partie opposée à des manifestants. Et donc qui en découdent avec les manifestants. Est-ce que cela ne vous rend pas la tâche un peu plus compliquée? Mais qu'est-ce que vous voulez? Je vous écoute. Nous sommes dans notre rôle. Le désordre, voulez-vous que nous permettions le désordre? Vous confondez désordre ou manifestation? Parce qu'en démocratie, on parle de manifestation. Lorsque une manifestation est autorisée, nous encadrons la manifestation. Parce qu'il y a ceux qui manifestent, il y a ceux qui ne manifestent pas. Ce n'est pas parce que vous avez le droit constitutionnel de manifester que vous allez empêcher ceux-là qui ne manifestent pas d'aller et de venir, d'aller au travail et de rester chez eux comme ils veulent. Si vous dépassez, vous outrepassez vos droits, nous sommes ici, nos services de sécurité, c'est pour garantir non seulement votre libre expression de vos droits, mais garantir la libre expression des droits de ceux qui ne sont pas avec ces manifestants. Oui, mais si parce que notre rôle, c'est la protection des personnes et de leurs biens. Lorsque des personnes transgressent la loi, les services de sécurité, comme vous l'avez dit, ont mission de les arrêter et de les mettre. Mais il se trouve justement qu'il y a une répression sur le terrain et aujourd'hui même on parle d'usage d'armes à feu contre des manifestants. Et vous ne parlez pas d'usage d'armes à feu contre les services de sécurité. C'est vous qui devez justement nous en donner des éléments d'appréciation. Je vais vous dire, oui. Ceux qui commettent les violences, qu'ils soient du côté des manifestants ou du côté des services de sécurité, s'exposent à la colère de la loi. Alors, quels sont ces... Attendez, oui, je vous écoute. Attendez. Oui. Les services de l'ordre ont appris leur mission de maintien d'ordre, de rétablissement de l'ordre. Il est interdit d'utiliser les armes à feu contre les manifestants. Ceux qui vont rompre avec cette éthique, cette déontologie, ceux qui tenteront de le faire, nous trouverons sur leur route. Vont s'exposer devant la rigueur de la loi. Exactement, nous les prendrons, nous les amènerons chez le juge. Mais faut-il les identifier? Par contre, oui, d'accord, allez-y. Savez-vous qu'on a tiré plusieurs fois contre les forces de l'ordre? J'ai été rendre visite au cours de plusieurs manifestations à des blessés. À des blessés, des hommes en uniforme blessés. D'hommes en uniforme, près d'une dizaine. Les enquêtes sont en cours. Même s'il y a 1 mois, 2 mois, 1 an, nous sommes en train de poursuivre la recherche qui a tiré. Il y a beaucoup de choses qui se passent pendant ces manifestations. Il y a la provocation. C'est pourquoi j'ai dit que le pays-là n'a pas besoin de violence. Il y a des manifestants qui provoquent lorsqu'une manifestation n'est pas autorisée. Ceux qui commanditent ça sont ceux-là qui commanditent la violence politique dans notre pays. Ils veulent faire en sorte que l'on accuse le gouvernement de dictature, de violence.
coûte que coûte, il faut compromettre le gouvernement. Nous ne sommes pas un gouvernement de violence. Nous ne sommes pas des services de sécurité de la répression aveugle. Nous sommes les gardiens de la cité, de la tranquillité, de la paix, de la consolidation de la paix. Justement, monsieur le ministre. Écoutez, ceux qui ordonnent des manifestations non autorisées, qui forcent, qui provoquent, s'abaissent socialement, s'abaissent politiquement, monsieur le ministre, vous estimez abaissent le niveau de débat démocratique dans la mesure où l'Assemblée est faite pour aller débattre des questions monsieur le ministre, de la vie nationale, mais pas dans la rue. Monsieur le ministre, nous sommes dans un état de droit. Si vous estimez qu'ils transgressent les lois, mais alors vous engagez des procédures judiciaires contre eux. C'est ça la vie de la République. Tous ceux qui ont été appréhendés, qui ont été arrêtés, répondront devant la loi. Ils sont en prison. Les juges, ils feront leur travail. En flagrant délit, ils seront jugés. Et ils l'ont été. D'autres attendent. Nous attendons. Le pays est commandé. Le pays est commandé, monsieur le ministre. Et moi, je serai dans mon rôle. Je serai dans mon rôle. La manifestation est autorisée, nous allons encadrer. Parce que les leaders de ces manifestations sont importants. Nous avons beaucoup de respect pour eux. Ce sont nos frères. Nous sommes en démocratie. Justement, c'est pour cette raison. Par rapport à la question. Non, vous avez dit quelque chose. Il n'y a pas d'animosité. Vous avez dit quelque chose, monsieur. Mais il ne faut pas provoquer la violence gratuite. Mais vous avez dit quelque chose. Beaucoup de gens ont perdu leur bien. Beaucoup de gens ont perdu leur vie par leur faute. J'aimerais vous dire ici sur ce plateau que notre pays n'a pas besoin de violence. Voilà, notre pays. Retrouvons-nous dans un cadre de dialogue, de concertation pour trouver les solutions, mais arrêtons d'engager les gens, surtout les jeunes, dans la rue pour commettre des actes de vandalisme qui portent atteinte à l'intégrité physique des personnes, qui portent atteinte à leurs biens, qui troublent l'ordre social, qui perturbent l'équilibre de notre société. Et moi, je dis bien, je resterai naturellement dans mon rôle. Bien, vous êtes c'est-à-dire, allez-y, empêcher que le désordre s'installe, empêcher que l'anarchie s'installe. Je ferai en sorte que les populations puissent vivre dans la tranquillité, parce que la sécurité signifie absence de sentiment d'avoir peur. Bien, vous avez dit tout à l'heure. Et là, la violence de la rue crée cela. Vous avez dit tout à l'heure que vous êtes un républicain, nous sommes en démocratie. Vous avez été visité, comme vous l'avez dit tout à l'heure, des services de sécurité qui ont été fauchés, n'est-ce pas, par des manifestants. Pourquoi vous n'avez pas rendu visite aussi à des manifestants qui ont été fauchés justement sur le terrain par des forces de l'ordre, en tant que justement ministre de la République? Je pense que je fais ce que je peux faire. C'est une question de journaliste. Non, c'est une question de journaliste. J'ai rendu visite à beaucoup de victimes. Ah d'accord, on le savait. Vous comprenez? Bien. Hein? Oui. Que ce soit des victimes de manifestations politiques ou des victimes d'accidents de circulation, je m'y rends. Mais ce n'est pas que ces cas que j'ai à gérer. J'ai beaucoup de choses à gérer. La sécurité de la sécurité, elle est globale. Bien. Elle est transversale, justement, elle est horizontale, verticale, donc perpendiculaire. Et c'est comme si vous avez... On est tous ensemble. Et c'est comme si... Oui, mais c'est comme si vous avez même innové. Parce qu'aujourd'hui, il y a quand même une certaine terminologie qui est usitée dans la cité, c'est le confinement des leaders politiques. Monsieur le ministre, est-ce que c'est un label, un Made in Cissé? Moi, je cherche à gérer moins de problèmes sécuritaires que possible. J'ai une conception
proactive de la sécurité. Prévenir plutôt que de guérir. Ceci est très important. Lorsque je vois la source à partir de laquelle de problèmes gravissimes peuvent naître, mon devoir est de monter au créneau, est d'aller anticiper pour éviter, pour la personne qui se trouve là et pour les personnes qui sont en dehors de là où elle est, de gérer des problèmes qui peuvent être énormissimes, qui peuvent être gravissimes. Donc, mon simple mot d'ordre, l'oiseau doit rester dans son nid. Bien. Alors, est-ce que vous ne pensez pas là que c'est une privation de liberté et liberté qui se trouve fondamentalement consacrée par la Constitution? Lorsque c'est interdit, c'est interdit. Que je laisse libre cours à des manifestations non autorisées? Non, je parle, non, attendez, monsieur le ministre, voulez-vous, du cas nous essayons de gérer, oui, avec un maximum d'intelligence, oui, la tâche très délicate de gestion démocratique des foules. Oui, mais il se trouve, comprenez? Mais il se trouve fondamentalement... Lorsque vous n'êtes pas autorisé à sortir dans la rue pour faire ce que vous entendez faire, mais de là, vous devez rester là où vous êtes. Même, de là à ne pas sortir de son domicile, vous ne pensez-vous pas? Si vous sortez, vous commettez, vous organisez la pagaille dans la rue. C'est ça, non? Je vous écoute, monsieur. Non, monsieur Djibril. Bien. Ça va sans dire. C'est la conséquence logique. Vous sortez, votre simple présence dans la rue est cause de désordre. Et il se trouve que vous sortez sans autorisation pour semer le désordre dans la rue. À supposer que je vous laisse sortir, vous n'êtes pas autorisé, vous sortez, et puis autour de vous, beaucoup de loupards s'en prennent aux uns et aux autres, cassent les boutiques, tuent des gens, comme certains l'ont fait d'ailleurs, et que je reste les bras croisés face à cette situation. Qu'est-ce que vous auriez dit? On va dire que la sécurité, au ministre de la Sécurité, on va dire pour justifier sa présence dans son fauteuil. On va dire qu'il est très faible. Alors on lui demande, je ne suis pas là pour être faible, je suis là pour rester dans mon rôle. Et il se trouve, monsieur le ministre... Je resterai dans mon rôle. Je ne me soucie pas de ce que l'on va dire. L'important, c'est ce que les populations vont apprécier. Dans vos rôles, monsieur le ministre, il n'y a que des journalistes sur le terrain qui exercent pour justement faire connaître ce qui se passe sur le terrain. Sont pris à partie par des services de sécurité. Alors, comment vous pouvez l'expliquer? J'ai sanctionné ceux qui se sont livrés à de tels comportements. Ça, quand même, à votre décharge, je le note et je crois que c'est une grande première. Et je vais vous dire, tous ceux qui vont contre-manifester nous rencontreront sur leur chemin. Manifestants et contre-manifestants. Si c'est autorisé, nous encadrons. Ce n'est pas autorisé, nous allons barrer la route. Et s'il y a des manifestations autorisées, je ne permettrai pas non plus qu'il y ait de contre-manifestations. Parce que tout ça, c'est des sources de désordre. Bien, vous en Moi, avez mon problème, je ne veux pas de désordre dans le pays. Je suis d'accord. Et je resterai dans ce rôle. On en parle justement de contre-manifestations. Est-ce que vous en avez rencontré sur le terrain, chez le ministre? Lorsque, vous savez, je ne suis pas... Est-ce que vous en avez rencontré? Attention, je veux parler avec circonspection. Bien, alors je vous écoute. Je gère ces manifestations de rue à partir de mon bureau aussi. Mais je suis l'épicentre de toutes les Naturellement, vous êtes le ministre de la Sécurité. Lorsqu'on a attiré mon attention que quelque part, il se pourrait qu'il y ait des contre-manifestants. Donc vous ne le confirmez pas? S'il vous plaît. Vous avez mis je me suis déplacé, j'ai filé pour me rendre sur les lieux et je suis monté sur le capot d'une voiture. Vous étiez avec le ministre des Droits de l'Homme? Ça c'est une autre fois. Une autre fois. D'accord. Et je me suis adressé à ceux-là qui nourrissent
l'intention de contre-manifester. Mais pourquoi vous n'avez pas lancé des gaz lacrymogènes en ce moment aussi? S'il vous plaît. Bien. Ces personnes que vous appelez contre-manifestants ne peuvent pas être qualifiées comme telles. Ces personnes étaient arrêtées, groupées. Mais dès lors qu'elles sortent dans la rue pour aller s'exhiber autrement, on peut les qualifier de contre-manifestants. Mais vous aviez interdit les regroupements, monsieur le ministre. Ces personnes étaient à leur lieu de travail. À leur lieu de travail. Là, c'est autre chose. C'est autre chose. Bien. Je suis venu, dès que je suis venu, ces personnes sont sorties, se sont regroupées autour de moi et j'ai fait passer mon message. Quel était ce message? Ce message, c'était de leur dire de rester chez eux, de ne jamais se laisser tomber dans le piège de ceux qui manifestent hors la loi. Ils veulent peut-être organiser des affrontements. J'ai dit, si des gens parmi vous ont cette intention, arrêtez cette intention, parce que je prendrai tout contre-manifestant dans la rue au même titre que les manifestants qui ne sont pas autorisés. Donc j'ai procédé à un meeting de sensibilisation et j'ai été très bien compris. Bien. Il n'y a pas eu de contre-manifestation. Et pourtant, j'ai mis en garde par voie de presse tous les contre-manifestants. Parce que c'est source de désordre également. Monsieur le ministre, je note quand même une prouesse. Nous sommes un état de droit, je veille, je suis à un point équidistant. Je note une prouesse justement que vous avez eu à faire, et dans la restauration de l'autorité de l'État, c'est d'avoir pris des mesures contre justement des officiers qui se rendent coupables d'exertion contre des journalistes. Ça, j'ai suivi votre communiqué et je pense que c'est une forme plausible justement de restauration de l'autorité de l'État. Mais il se trouve aussi, monsieur le ministre, que vers la cimenterie, il y a eu des exactions. On a vu les images circuler ici et là. On parle de vandalisme. Est-ce que vous avez arrêté les auteurs? L'enquête est en cours. Mais généralement, quand ces actes-là se commettent, c'est normal. Vous les journalistes, vous aurez souhaité tout de suite qu'on mette la main sur les gens. Oui, mais le flagrant délit, quand même, est la forme la plus plausible. Nous avons arrêté des gens. Ils sont en prison. Des preuves. S'il vous plaît. Oui. Nous avons arrêté un certain nombre de personnes qui sont en prison. Oui, mais nous continuons. Monsieur le ministre, nous allons remonter. Ceux qui se cachent dans les quartiers, dans les maisons, qui droguent les gens, les jeunes gens, s'ils me voient, s'ils m'entendent, qu'ils sachent que leur tour arrivera. Monsieur le ministre, parce que empoisonner la jeunesse, c'est s'en prendre à l'avenir de notre pays. J'ai des informations. Vous avez dit comme quoi, vous avez dit que vous avez arrêté. Au cours des manifestations, il y a des personnes qui distribuent de la drogue, du chanvre indien aux jeunes, qui distribuent de l'alcool pour rendre ivres ces jeunes gens qui vont s'en prendre aux personnes. Vous en avez arrêté des présumés coupables? Nous en avons arrêté. Ça a été exposé à la RTG. Regardez dans vos archives. Monsieur le ministre, tout à l'heure, vous avez dit que vous avez arrêté des gens. L'opinion a besoin que vous arrêtiez les coupables. Est-ce que vous avez arrêté des gens ou bien vous avez arrêté des coupables ou bien des présumés coupables? Djibril, vous êtes très malin. Non, pas malin, monsieur le ministre. Nous n'arrêtons jamais quelqu'un si on n'a pas des indices concordants sur la personne qui permettent et qui justifient son arrestation. Cette police de proximité est en train de changer le système de sécurité de notre pays. Je voudrais tirer chapeau envers mes services et les hommes et les femmes qui travaillent dans ce secteur-là. Vous pouvez me donner quelques exemples, quelques résultats plausibles justement de ce service que vous saluez. Grâce au soutien de l'Union européenne, notamment de la France, de certaines ONG telles que Cogenta, Civipol, nous avons expérimenté des commissariats pilotes de police de proximité dans la capitale. Et les résultats? Précisément à Matam, à Matoto, à Ratoma, à Zérokouré,
et bientôt dans d'autres régions et préfectures du pays. La police de proximité n'est pas une nouvelle création de la police. Ce n'est pas une autre police nouvelle qu'on crée. C'est une police ravivée. Non, c'est une nouvelle méthode de travail. C'est une autre façon de collaborer avec la population. Ça suppose, si vous voulez, le jet, l'établissement d'un pont, d'un canal de communication, d'échange, d'un cadre de concertation entre les populations et les services classiques de la police. Donc mais en d'autres termes, c'est une police administrative, important. alors. Non, s'il te plaît. Mais pas judiciaire. 6 mois. Non, je vous écoute, allez-y. 6 mois. Vous voulez comprendre? Je veux m'adresser surtout, je veux utiliser les mots qui conviennent et qui permettent à ceux qui nous écoutent de comprendre c'est quoi la police de proximité. La police de proximité est un cadre de concertation, de réflexion, mis à disposition des populations pour qu'elles réfléchissent sur ses propres problèmes locaux de sécurité, mais également qu'elles trouvent elles-mêmes des éléments de solution à ces problèmes. Des réponses aux questions. Et en relation avec les services classiques de la sécurité. Bon. Autrement dit, c'est le peuple mis au centre du dispositif de sa propre sécurité. Le peuple coproducteur de sa propre sécurité. Oui, mais pour une question d'opérationnalisation de cette police, il y a un noyau qui caractérise. Justement, je suis d'accord avec vous. Pour une question d'opérationnalisation de cette police de proximité, parce que tout se fait dans l'espace et dans le temps, est-ce que vous avez fait une cartographie de la criminalité, soit urbaine ou dans le milieu rural, pour savoir est-ce qu'il faut développer justement ces polices de proximité en fonction des réalités de l'environnement? Vraiment. Nous en avons installé à Ratoma, nous avons installé à Matam, nous avons installé à Ratoma. Ratoma, Matam, Matoto. Donc ce sont les centres criminogènes par excellence. Ça, c'est des centres pilotes. Naturellement que ces zones sont réputées. Cela va sans dire. Cela va sans dire. Il y a beaucoup de criminalité dans ces zones. Mais grâce à l'installation de cette police de proximité, nous avons réussi aujourd'hui à obtenir la collaboration franche et sincère des chefs de quartier, des maires, des élus locaux, des populations, des leaders religieux qui contribuent à identifier les nids de bandits, qui contribuent à identifier des bandits et qui ont contribué à l'arrestation de beaucoup de consommateurs de drogue, de trafiquants de drogue, de trafiquants d'êtres humains même. Aujourd'hui, les résultats sont très très probants. La fois passée, j'ai suivi... Allez à la justice, vous allez le savoir. L'autre pan justement de la sécurité ou de l'insécurité, j'ai suivi le président de la République qui a dit qu'il a mis il a amélioré, n'est-ce pas, les conditions de travail pour la riposte contre les coupeurs de route. Il y a aussi la protection civile. Aujourd'hui, pratiquement par rapport au court-circuit qui endeuille des populations, le plus souvent, vos services viennent en retard, c'est-à-dire que c'est le médecin après la mort. Est-ce que ce service aussi qui aurait pu répondre à des questions de préoccupation des populations est dans votre viseur? Le président de la République nous a doté de près de 80 nouveaux pick-up pour renforcer les capacités de la gendarmerie, pour renforcer les capacités opérationnelles de la police. C'est pour cela que nous avons pu rapidement abaisser le taux de criminalité au niveau des coupeurs de route, parce que les coupeurs de route qui pensaient que nous avons abandonné l'intérieur à leur guise. Non, je vais parler des sapeurs-pompiers. Pour revenir à cette question, la protection civile, qui est l'un des services centraux de mon département, est en train de décoller avec une vitesse extraordinaire. Exponentielle. Yes. Comment ça?
Depuis l'indépendance du pays, la protection civile était assimilée, savez-vous à quoi? Non. À des vidangeurs, à des vidangeurs de fosses septiques. Après, la conception a évolué. Ils sont devenus des gens qui viennent éteindre le feu, simplement. Aujourd'hui. Et avec quels moyens? Aujourd'hui, la protection civile a progressé dans la mesure, grâce au soutien de l'Union européenne, de la coopération française et au consortium Civipol Cogenta, qui sont des ONG de droit français et suisse, et aussi la contribution des autres partenaires de Madame Pascale Banon, qui est une femme française très engagée pour aider notre pays. Je voudrais dire tout simplement que aller aujourd'hui à la direction générale de la protection civile à Tombo, vous vous rendrez compte que son siège regorge près d'une quarantaine ou cinquantaine de véhicules. Des véhicules de tout type d'intervention. prêts à démarrer. Des vedettes pour secourir les gens en cas de naufrage. Des camions pour secourir les populations en cas d'incendie. En cas d'Ebola, comme c'est le cas, la protection civile intervient. Nous disposons de matériel et équipements nécessaires pour secourir les populations en cas de réalisation de risques ou de sinistres. Bien. Donc, monsieur le ministre, je vais peut-être devoir vous quitter. Je pense qu'on a fait le tour des grandes préoccupations sécuritaires, n'est-ce pas, sur la gouvernance de la sécurité ou la problématique de l'insécurité. Je voudrais, par rapport à toutes ces réalités, en tant que ministre de la Sécurité, savoir quel appel lancez-vous, n'est-ce pas, aux populations qui aujourd'hui restent angoissées du fait justement de ces questions d'insécurité qui sont devenues légion dans la cité. Que ce soit l'insécurité dans sa forme droit commun ou alors de la violence politique, n'est-ce pas, telle qu'elle se trouve être exacerbée aujourd'hui dans la cité. Ce que j'ai à dire, c'est de rassurer. Je veux que tout le monde se rassure. Le président de la République a inscrit la sécurité parmi ses 5 grandes priorités dès qu'il a été investi de la confiance du peuple. La sécurité est le point de départ du développement économique et social d'un pays. La sécurité, dont j'ai la responsabilité, sera une denrée à disposition de toutes les populations, Inch'Allah. Je voudrais tout simplement dire que les bandits seront vaincus. La réforme en cours dans ce secteur fera en sorte, et vous le savez déjà, que les coupeurs de route cessent, que les attaques à main armée baissent, comme c'est le cas, et nous ferons en sorte que les investisseurs nationaux, privés, étrangers et publics viennent et reviennent
nous allons faire le travail qu'il faut pour que le peuple s'endort en paix. Bien, amis téléspectateurs, vous comprendrez donc que la question de l'insécurité, alors la dialectique sécurité-insécurité était au centre de cette émission débat justice-démocratie. Nous avons passé en revue justement la problématique de la criminalité dans notre pays, la République de Guinée, avec l'arrestation de Junior, mais aussi de Foulaboy qui fait des révélations. Nous sommes revenus justement également sur l'assassinat de Alioune Diaoné, de Pascal Bangoura, mais aussi de la violence politique exacerbée dans notre pays, avec justement ces méthodes de confinement et tout ce que cela comporte. Justement pour cela, j'ai reçu au plateau de la télévision nationale le ministre de la Sécurité que vous avez suivi. Je pense que vous avez été particulièrement bien servi. En tout cas, cette émission est la vôtre. Justice et démocratie, c'est votre tribune débat, votre nouvelle tribune débat pour une meilleure compréhension des mutations qui s'opèrent au niveau de la République de Guinée. L'émission est signée Abdoulaye Djibril Diallo. Merci de l'avoir suivi.